Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence. On va donc voir aujourd'hui comment dépasser la barrière mentale. Ça marche pas? Je vais le laisser faire des tests. Ouais, nickel. Donc je disais, on va voir aujourd'hui en fait comment dépasser la barrière mentale entre le sport et le végétalisme. Parce que oui, il existe une barrière mentale qui empêche certains d'entre nous de passer au végétalisme et je pense que celle-ci est encore plus importante si on est sportif. Alors, je voulais juste vous dire avant, j'ai utilisé le terme en fait nutrition végane dans le titre, mais en fait c'est simplement parce que c'est plus facile à comprendre pour la plupart d'entre nous, mais bien sûr en fait il existe vraiment une distinction entre le véganisme, le végétalisme et le végétarisme. On aura l'occasion de le voir, en fait je ferai un petit rappel pour éventuellement ceux que ça peut aider. Et du coup je voulais aussi vous dire, si vous me voyez en fait lire mon portable, c'est simplement parce que j'ai les notes en fait de la conférence à l'intérieur. C'était plus facile, je suis en train d'envoyer des textos pendant que je vous parle. Du coup, alors avant de commencer en fait concrètement cette conférence, je voulais déjà vous demander qui d'entre vous est sportif et végétalien ou bien évidemment vegan. D'accord, super. Et qui d'entre vous par contre est omnivore ou végétarien, envisage de passer au végétalisme à court, moyen ou long terme, mais a un petit peu ces freins psychologiques, cette barrière mentale vis-à-vis du sport. Peut-être de manière très légère, mais... Ok, super. Il y en a 2-3. Donc du coup, cette conférence va s'adresser spécifiquement pour vous deux. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simplement pourquoi quand on pense sport... Je vais peut-être me déplacer un peu parce qu'il y a des gens qui sont coincés derrière les poteaux, donc c'est pas top. Du coup, on va voir en fait aujourd'hui pourquoi quand on pense sport et végétalisme, on a très souvent cette image en tête, alors que la réalité ressemble plutôt à ça, ou même encore à ça. Je pense que déjà, ça peut vous rassurer un petit peu, les deux qui levaient la main juste avant. Du coup, on aura deux parties dans cette conférence. On va déjà voir pourquoi cette barrière mentale existe, donc c'est-à-dire quelles sont les raisons qui font qu'on a très souvent du mal à associer le sport et le végétalisme, et ensuite comment faire pour la dépasser, c'est-à-dire quels sont les conseils que je peux vous donner personnellement pour vraiment envisager d'associer sport et végétalisme. Juste avant, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Jérémy Pigeon, ça s'écrit exactement pareil que l'oiseau. Je suis coach sportif et végétalien, quasi vegan, depuis maintenant bientôt 2 ans. Du coup, donc je vous ai dit, on va faire un petit rappel vraiment court. Donc en fait, végétarien, on ne consomme plus ni viande ni poisson. Donc en gros, c'est l'animal en lui-même. Ensuite, végétalien, on ne consomme plus les sous-productions animalières. Donc ça va être du coup, on inclut viande, poisson, mais aussi lait, œufs, produits laitiers et tous les dérivés, miel, fromage, etc. Et là, vegan, c'est vraiment l'alimentation plus le mode de vie dans son ensemble. Donc c'est-à-dire tout ce qui est mode, cosmétique. En fait, tout ce qui inclut directement ou indirectement l'exploitation animale. On va donc passer sur la première partie de cette conférence. Pourquoi cette barrière mentale existe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, pour moi, c'est complètement normal d'avoir ces craintes, d'avoir cette peur de devenir végétalien quand on est sportif. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas de votre faute. Pour moi, en fait, cette barrière mentale est en très grande partie présente à cause de l'industrie agroalimentaire et des médias. Ce qu'on va faire déjà, c'est on va regarder ensemble une publicité qui est passée à la télé il y a déjà quelques années. Donc je vais la laisser tourner. Je vais la laisser tourner derrière. Elle ne dure pas très très longtemps. Il y a déjà des personnes qui se souviennent. On va la laisser, on va arriver vers la fin bientôt. J'ai juste un petit moment clé, voilà, c'est ici. Et en fait, je voulais juste vous demander simplement qui d'entre vous se rappelle de cette pub. Donc il y a vraiment quand même une majorité. Une majorité d'entre nous se souvient assez bien de cette pub, qui est une pub pour Charal. Et donc on voit dedans un homme qui dépasse un guépard pour aller attraper sa proie avant lui. Et si je vous montre ça, en fait, c'est pas un hasard. Vous allez vraiment comprendre petit à petit là où je veux en venir. Certains d'entre vous ont peut-être aussi vu cette publicité qui est beaucoup plus récente. Non, ça c'est la même. Voilà, c'est celle-ci. Je vais la laisser tourner derrière, je vais parler par-dessus. Donc elle est passée il y a quelques mois, peut-être qu'elle passe encore. Je ne regarde plus trop la télé, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en gros, dans cette pub, en fait, on y voit une maison de retraite où des personnes âgées étaient décrites comme très en forme car elles mangeaient de la viande Charal. Donc c'était vraiment le message derrière cette pub. C'est des personnes âgées qui font des bêtises en gros dans la maison de retraite et puis ça s'expliquait parce qu'elles mangeaient de la viande Charal. Donc c'était vraiment le message qu'il y avait derrière. Et du coup, en fait, quand on regarde les pubs pour Charal, on peut se rendre compte que très souvent, il y a 2 paramètres qui ressortent. Donc le premier paramètre, c'est que ce qu'on veut vendre, en l'occurrence la viande, n'est pas présenté clairement, en fait, et déjà c'est une première chose. Et de plus, on utilise l'humour. En fait, on a très souvent une histoire qui n'a rien à voir avec la viande. En clair, on est déconnecté de la réalité. Et ça, c'est une stratégie qui est mise en place pour détourner le regard du consommateur, et c'est complètement compréhensible.
Si Charal montrait la réalité, si Charal montrait des images de vaches qui sont entassées dans des conditions précaires durant leur élevage, mais également des images d'abattoirs, ce serait beaucoup moins vendeur. Donc c'est complètement logique d'un point de vue commercial. Le problème, bien sûr, c'est qu'on ne parle pas d'étagère ou de sopalin, il y a des vies derrière, et cacher ça en utilisant un humour décalé, c'est plutôt délicat. Mais ça prouve encore une fois que si Charal le fait, c'est parce que c'est une stratégie qui fonctionne pour continuer à faire tourner la machine. Par exemple, à titre de comparaison, si on pouvait comparer avec une autre pub, une autre série de pubs, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de cette pub passée il y a quelques années pour Intermarché et qui mettait en avant les fruits moches. C'était vraiment des pubs très simplistes. Et en fait, la différence, c'est qu'ici, on voit ce qu'on va acheter, on ne le cache pas. Après, bien sûr, on ne peut pas comparer uniquement 2 ou 3 pubs entre elles et en déduire quelque chose, mais je voulais simplement essayer de vous faire comprendre que c'est beaucoup plus simple visuellement de montrer une orange qu'on découpe qu'une vache qu'on découpe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous montrer ici. Alors ce premier paramètre du coup peut vous sembler ne rien avoir avec la conférence d'aujourd'hui, vous devez dire que je pars dans tous les sens, mais vous allez voir que c'est vraiment lié en fait surtout concernant ce deuxième paramètre. Donc je vous avais dit il y avait 2 paramètres que j'ai pu voir personnellement dans les pubs Charal. Le premier c'est que la viande n'est pas présentée clairement, et le deuxième c'est, peut-être que certains d'entre vous l'ont deviné, c'est le fait que Charal fait très souvent, je ne sais pas où est le lien entre la viande et la force. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très présent. C'est d'ailleurs leur slogan actuel, « Vivons fort ». Et c'est là où on commence à comprendre comment les publicités peuvent nous influencer en tant que sportifs ou même non sportifs. Utiliser distinctement ce slogan renforce les préjugés qui sont liés à l'association sport et végétalisme, car le message caché derrière ce slogan « Vivons fort », c'est « Vivons fort en mangeant de la viande ». C'est tout simplement que si vous ne mangez pas de viande, en fait, vous ne serez pas fort. C'est vraiment aussi simple que ça. Et le fait d'utiliser l'humour pour transmettre ce message permettra de le rendre plus crédible, car c'est bien plus acceptable de l'entendre de cette manière que si la pub était très sérieuse. En fait, que si la pub disait clairement que la viande donne plus de force que du tofu ou des haricots rouges. Ici, on est un peu plus dans le flou. Vivons fort, mais par rapport à quoi on ne sait pas vraiment, donc ça passe beaucoup mieux, surtout s'il y a l'humour qui est mis en parallèle. Et c'est donc en fait un premier point sur lequel vous pouvez réfléchir, regardez plus attentivement les pubs, prenez un peu de recul, et ça pourra vous permettre de commencer à dépasser cette barrière mentale. Le but de Charal est réellement d'implanter une idée, à savoir celle que la viande donne de la force, et ceci en détournant le regard du consommateur grâce à l'humour, car l'humour est une émotion très puissante à laquelle on fait facilement confiance. De plus, Charal fait l'analogie dans certaines de ses pubs à l'homme préhistorique, à l'instinct de survie, c'est ce qu'on a pu voir dans la première pub avec le guépard, donc des phénomènes qui existent ou qui ont existé mais qui sont vraiment très enfouis en nous. À l'époque où on peut acheter de la nourriture quasi 7 jours sur 7, quasi 24 heures sur 24, je ne suis pas du coin, je ne suis pas de Bordeaux, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des petites supérettes en centre-ville qui soient ouvertes 24-24. Voilà, dans ces cas-là, on peut vraiment comprendre que l'instinct de survie, c'est plus d'actualité. Enfin, du moins, c'est vraiment très enfouis en nous. De plus, il y a également les médias qui nous influencent en entretenant aussi ce mythe de l'homme fort qui doit manger de la viande et du végétalisme qui serait dangereux pour la santé. Ensuite, il y a une deuxième raison, je pense, qui permet d'expliquer pourquoi ce blocage mental existe. C'est tout simplement le fait qu'il y a peu de végétariens en France. Il y a encore moins de végétaliens et encore beaucoup moins de sportifs végétaliens. Le fait d'appartenir à une minorité ne va pas vous aider, déjà au départ, en tant que sportif végétalien, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent témoigner. Il y a bien moins d'exemples et par conséquent, c'est plus difficile d'y croire. Je pense également que l'importance de la barrière mentale va dépendre du sport que vous pratiquez. Si vous faites de la course à pied, du vélo, je pense que ce sera beaucoup plus facile de dépasser cette barrière mentale que si vous faites de la musculation. En fait, j'ai remarqué que plus la masse musculaire est monopolisée dans le sport, plus elle est recherchée, plus elle est impliquée, plus c'est là-dessus qu'on va se concentrer, et plus cette barrière mentale va être difficile à franchir, plus on aura des difficultés à croire au potentiel de l'alimentation végétalienne. Comment ça s'explique? Très souvent, c'est un nutriment qui bloque. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voit de quel nutriment je veux parler? Voilà, exactement, les protéines. On va voir ça dans la seconde partie. On va donc se concentrer sur les manières de dépasser cette barrière mentale. Pour moi, il y a également un dernier élément dont je voulais parler. Je vais encore un peu trop vite. À chaque fois que je fais des conférences, je bombarde. Du coup, il y a un dernier élément dont je vais vous parler dans cette première partie. Donc, pourquoi cette barrière mentale existe? Je l'appelle l'effet Highlander. Alors, pour ceux qui se souviennent de cette série des années 90, Highlander était un personnage qui arrivait à récupérer le pouvoir et les connaissances de ses ennemis au moment où il arrivait à les décapiter, à les tuer en gros à la fin de l'épisode. Et en fait, le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'on s'imagine, pour beaucoup d'entre nous, très souvent être plus puissant
quand on consomme de la viande que lorsqu'on consomme un bloc de tofu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression d'un genre de pouvoir divin, comme une genre de sensation incroyable pour certains d'entre nous, une force inexplicable qui viendra à nous, et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi fonctionner, qui permet d'expliquer ça. En fait, pour beaucoup d'entre nous, on s'imagine récupérer plus de protéines, plus de force quand on mange un morceau de viande que lorsqu'on mange un bloc de tofu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui permettent d'expliquer ce phénomène, beaucoup de choses qui influencent notre inconscient. Déjà, la première chose, c'est que l'animal est en mouvement, ce qui donne beaucoup plus d'aura aux animaux qu'aux plantes. Les plantes sont également en mouvement, mais simplement c'est invisible à l'œil nu. À part quelques espèces, bien sûr, comme par exemple les plantes carnivores, mais de manière générale, on peut pas voir, enfin on ne le voit pas nous en tant qu'être humain, on ne voit pas une plante grandir. Donc je pense que c'est une première chose qui entre en compte. De plus, les animaux s'expriment, on peut les entendre, ce qui fait aussi, je pense, qu'on a beaucoup plus de facilité à les imaginer plus vivants que les plantes. Je ne sais pas si vous voyez à peu près où je veux en venir. Et sinon, les animaux sont également plus imposants que les plantes, plus massifs, plus robustes, et je pense que ça joue aussi dans le fait de croire, à la base, qu'on va devenir plus puissant si on en consomme. Enfin, le dernier élément, c'est que la viande soit du muscle. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très psychologique. La viande ressemble en fait directement à la chair humaine. En fait, la viande ressemble directement à ce qu'on essaie de construire quand on fait du sport, alors que le tofu, les haricots rouges, le tempeh, ça ne ressemble pas du tout visuellement à du muscle. Et du coup, je pense que toutes ces raisons font qu'on s'imagine inconsciemment être bien plus fort, bien plus puissant si on consomme une protéine d'origine animale que si on consomme une protéine d'origine végétale. Je vais faire une petite pause pour boire parce que je commence à m'assécher. En résumé vis-à-vis de ça, la vraie question c'est donc la suivante: doit-on consommer du muscle pour en construire? Je pense que c'est vraiment une des manières les plus simplistes de résumer le problème qu'on a avec la viande au niveau de la protéine animale. Du coup, on va voir ça directement dans la seconde partie. Donc la réponse à cette question, doit-on consommer du muscle pour en construire? On va répondre à ça tout de suite dans la seconde partie avec les conseils que je peux vous donner, bien sûr personnellement. Peut-être que ça ne s'appliquera pas forcément à vous, mais pour dépasser cette barrière mentale entre le sport et la nutrition végétale. Alors le premier conseil que je peux vous donner pour dépasser cette barrière mentale, c'est quelque chose, je pense, de très efficace, c'est tout simplement de vous informer vis-à-vis des études. En fait, j'ai pu remarquer personnellement qu'il y a trop de personnes qui se demandent si c'est possible d'être sportif et végétalien, mais qui ne vont pas chercher à s'informer en fait, qui vont se contenter de croire ce que leurs proches leur disent, en l'occurrence très souvent que c'est impossible, et je pense que c'est vraiment dommage de simplement s'arrêter à ça. Personnellement, j'ai eu ce blocage mentalement, également, j'ai eu ce blocage mental également. J'ai été confronté à certaines réticences dans mon entourage. Et j'y suis toujours confronté de temps en temps, je pense que ça s'arrêtera jamais vraiment. Mais simplement, en fait, ça me fait rire maintenant avec le recul de voir que les personnes qui tentent de me donner des conseils sur la meilleure manière dont je devrais procéder pour atteindre mes objectifs sportifs, pour être en bonne santé, sont très souvent ces mêmes personnes-là en fait, qui mangent beaucoup de cheeseburgers, de pizza, et qui ont comme seule pratique sportive le lever de bouteille. Je pense que vous voyez à peu près de qui je veux parler, on a tous au moins un dans la famille. De plus, au-delà de notre entourage, comme on a pu le voir précédemment, notre inconscient est fortement influencé par les médias et parfois même par des médecins qui se basent sur des études qui ne sont même pas à jour. On a commencé à en parler avant, en fait, là où ça coince souvent, c'est vis-à-vis des protéines. Mais en fait, si vous prenez simplement un tableau, si vous faites une comparaison des protéines animales ou végétales, vous pouvez déjà voir qu'en fait, il n'y a aucune différence. On a les mêmes quantités de protéines pour 100 grammes d'aliments, que ce soit d'origine animale ou végétale. Alors par contre, on ne peut pas prendre uniquement ça en compte. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ma démarche personnellement, sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment de rester le plus honnête possible, parce que j'ai remarqué qu'il y a trop de personnes qui veulent passer au végétalisme et qui vont se dire ok, c'est facile, je remplace la viande par du tofu et en gros basta quoi. Mais quelque part, c'est pas faux, bien sûr, c'est pas des problèmes énormes, mais simplement si vous prenez tous les facteurs en compte, même les facteurs entre guillemets qui paraissent dévalorisants, du coup ce sera plus simple de dépasser cette barrière mentale parce que vous aurez une démarche qui est vraiment honnête et vous risquez pas d'avoir des mauvaises surprises par la suite. Donc je pense que ça c'est important. La première chose en fait, c'est tout simplement que lorsque vous allez cuire, on va prendre par exemple l'exemple du pois chiche. Quand vous allez, donc là, le pois chiche a la même quantité de protéines que, on va dire que le thon à peu près, il a juste 1 gramme en plus.
En fait, quand vous allez cuire vos pois chiches, déjà la veille, vous allez les tremper au frigo. Donc c'est une première phase où le produit va se gorger d'eau. Ensuite, le lendemain, vous allez enlever cette eau et vous allez les recuire dans l'eau, donc avec de l'eau. Du coup, pendant ces deux phases, en fait, les pois chiches vont se gorger d'eau. Donc la quantité de protéines pour 100 grammes forcément va réduire. Parce que là, en fait, c'est une quantité de protéines pour 100 grammes de pois chiches crus. Donc il faut bien comprendre que quand c'est cru ou cuit, déjà la quantité de protéines va être différente. Ça, c'est une première chose que je voulais vous faire comprendre. Après, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que c'est pas forcément un problème, c'est pas du tout un problème. C'est simplement que si vous voulez consommer une quantité précise de protéines, si vous voulez consommer 25 grammes par exemple ici de protéines, de pois chiches, il va falloir les peser crues et non cuites. C'est simplement ça que je voulais vous faire comprendre. Parce qu'on peut se faire avoir, étant donné que la quantité de protéines va être quasi divisée par 2 sur 100 grammes de pois chiches cuits. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y aura l'eau en fait qui va entrer en compte dans l'aliment. Et la deuxième chose, en fait, c'est tout simplement que, je vais la retrouver, les protéines végétales ont une digestibilité qui est inférieure aux protéines animales. Donc c'est pas énorme, mais simplement ça à prendre en compte, je pense que c'est important, et je pense que c'est important de rester honnête vis-à-vis de ça. Après, en fait, il y a autre chose qui peut rééquilibrer du coup ces deux soi-disant problèmes, c'est tout simplement de prendre en compte l'assimilation des nutriments. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les aliments fonctionnent ensemble. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des assiettes qualitatives, si vous mangez de manière riche et variée, vous allez augmenter l'assimilation des protéines végétales qui sont présentes dans vos assiettes. Donc, l'assimilation et la métabolisation. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. En fait, si vous voulez, si on prenait par exemple deux personnes, si on prenait une personne qui consommait 30 grammes de protéines animales au McDo, on va dire, donc avec une alimentation de mauvaise qualité, et une deuxième personne qui consommerait la même quantité, 30 grammes de protéines végétales, avec des assiettes de qualité, en mangeant des fruits et légumes frais, en mangeant des graines germées, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que la deuxième personne va très probablement se rapprocher de l'assimilation et de la métabolisation des protéines de la personne omnivore, alors que sur le papier, ils ont consommé la même quantité. Ce que je veux simplement vous faire comprendre ici, c'est que la qualité de votre alimentation va vraiment être déterminante vis-à-vis des protéines. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, c'est vraiment un point très intéressant. Et c'est pour ça que je vous encourage à vraiment faire en sorte de vous diriger vers des assiettes les plus complètes possibles. Et il y a également autre chose qui bloque parfois certaines personnes à croire aux bienfaits des protéines végétales. C'est l'association légumineuse-céréales qui semblerait obligatoire à chaque repas afin d'avoir tous les acides aminés essentiels. Donc là, je parle par exemple du fameux riz lentilles. Je pense que vous avez déjà dû entendre ça, qui sera obligatoire à chaque repas. Donc ça, on l'entend assez souvent. Ce qui se passe en fait, c'est vraiment un mythe. En fait, les experts reviennent de plus en plus dessus en disant que le faire sur la journée serait déjà largement suffisant. Et du coup, c'est la position qui a été prise par l'Association américaine de diététique. Et en fait, ce que je veux dire par là, en fait, donc ça veut dire que du coup le riz lentilles c'est pas obligatoire. On peut faire par exemple riz le midi, lentilles le soir. Mais en fait ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est que ça va être toujours mieux de le faire. Ça va être toujours mieux bien sûr de faire riz lentilles. Mais c'est simplement que si vous le faites pas une ou deux fois dans la semaine, c'est pas ça qui va vous faire perdre du muscle, c'est pas ça qui va vous faire perdre des performances. C'est simplement ce que je voulais vous faire comprendre. Et je pense qu'une fois qu'on a compris que les protéines ne sont pas un problème, je pense qu'on a vraiment réglé 80% du truc, on va dire. Pour le reste, pour les autres nutriments, on peut voir également que c'est pas un problème. Tous les aliments, tous les nutriments présents dans les aliments d'origine animale et qui jouent un rôle dans la pratique sportive se retrouvent dans les aliments d'origine végétale. À part un cas particulier, il y a peut-être certaines personnes qui savent de quel nutriment je vais parler, on le verra juste après. Mais du coup, en fait, ici dans ce tableau, je vous ai mis tous les nutriments qui posent soi-disant le plus souvent problème. Ensuite, les fonctions sportives ou indirectement liées aux fonctions sportives, l'origine animale et l'équivalent végétal. Et à chaque fois, il y a vraiment des équivalences, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas détailler ce tableau parce que ça prendrait 3 heures, je pense que ça ne sert à rien. Mais simplement... de toute façon, en fait, la conférence, je vais la filmer, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez retrouver des infos. Mais du coup, au niveau des protéines, simplement, parce que je pense que là-dessus, au niveau du sport, on est encore vraiment on a vraiment du mal. On peut les retrouver donc dans le soja, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les pois cassés, le tofu, etc. En fait, toutes les légumineuses et les céréales sont riches en protéines et également les oléagineux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, noisettes, noix de cajou, etc., amandes. Ça, ces aliments sont aussi très intéressants. Par contre, ils sont très caloriques. Donc, je ne vous conseille pas de faire votre apport quotidien en protéines uniquement sur les oléagineux, sinon vous risquez d'avoir quelques surprises. Du coup, donc ce que j'allais vous dire en fait, c'est qu'il y a... Non, je vais quand même détailler un petit peu plus quand même.
au niveau des oméga 3, parce que les oméga 3 c'est quelque chose d'important, on n'en consomme pas assez, et ça peu importe qu'on soit végétalien, végétarien ou omnivore, on consomme vraiment pas assez d'oméga 3 ou alors trop d'oméga 6. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais simplement essayer de rajouter un petit peu plus d'huile de lin, d'huile de caméline. Il y a aussi l'huile de chanvre et l'huile de colza que je n'avais pas encore placé dans ce tableau. Les noix, les amandes, les graines de chia, ça, ces aliments vont être très très intéressants vis-à-vis des apports en oméga 3. Ensuite, le zinc. Donc le zinc, c'est un peu plus compliqué à trouver dans le règne végétal, mais je pense que ce n'est pas un problème si vous consommez suffisamment d'aliments qui sont riches en zinc, comme le germe de blé, le cacao, les graines de courge, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, en particulier sur les sports de force, un petit peu tout ce qui est musculation, tout ça. Le zinc, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est un cas qui est encore plus spécifique, dans le sens où la seule véritable source de vitamine D, c'est la même qu'on soit végétalien, végétarien ou omnivore. Donc en gros, c'est le seul nutriment où il n'y a pas de guerre. On ne va pas se faire de guerre sur les réseaux sociaux, c'est l'exposition au soleil. Donc du coup, déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de sortir beaucoup plus l'été, de vous entraîner dehors. Ça va vraiment être quelque chose d'important vis-à-vis de la vitamine D pour en synthétiser un maximum. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il semblerait que sous nos latitudes, en France, ce soit quand même assez compliqué de synthétiser assez de vitamine D. Donc du coup, en fait, la seule chose qui vous permet de savoir si vous êtes clean, c'est la prise de sang. Donc du coup, je vous encourage à faire une prise de sang au moins une fois de temps en temps, ou au moins en période de transition, parce que du coup, chacun aura vraiment une période de transition qui sera différente selon son métabolisme, selon plein de choses. Donc faites vraiment attention à ça, au moins la vitamine D, et aussi l'autre nutriment que je n'avais pas placé ici, c'est la vitamine B12. Je vais juste boire un petit coup encore. Donc la vitamine B12, c'est vraiment le seul complément alimentaire que vous êtes obligé de prendre sous forme de complément alimentaire. On ne peut pas faire l'impasse dessus, tout simplement parce que la vitamine B12 ne se retrouve pas dans le règne végétal. C'est des analogues qui ne sont pas bien assimilés par l'organisme. Donc là, je ne parle même pas du cadre sportif, que vous soyez sportif ou non sportif, faites vraiment attention à la B12 et prenez pas ça à la légère, parce qu'une carence en B12, ça peut entraîner des troubles neurologiques irréversibles. Le système nerveux, etc. Ça peut être vraiment très grave et irréversible. Donc pas de retour en arrière, donc faites vraiment attention à consommer de la B12. Elle entre dans la composition de la structure de l'ADN. Donc bon, je vais pas vous. Il y a énormément de fonctions en fait qui sont liées à la B12, donc faites quand même bien attention à ça. Pour le reste des nutriments, on peut voir que ça pose pas de problème, à part bien sûr les spécificités qui sont propres à chacun. Tout dépend encore une fois en fait de la qualité de vos assiettes et de votre capacité à peu consommer de simili-carnés. Donc c'est-à-dire tout ce qui est nuggets vegan, cordon bleu vegan, pizza vegan, etc. En fait, le problème, c'est pas de consommer des simili-carnés. Je pense que ça peut être intéressant si c'est 2 à 3 fois par semaine, et surtout aussi si vous êtes en période de transition, si vous avez besoin de retrouver des goûts, des sensations, ça peut être intéressant. Mais c'est simplement que si vous en consommez trop, en fait ce qui se passe, c'est que la teneur en nutriments est plus faible que si vous mangez des aliments frais, entiers et non transformés. Il faut vraiment en fait essayer de comprendre que les aliments transformés, qu'ils contiennent ou non des produits d'origine animale, ça reste des aliments transformés. Bien sûr, c'est plus éthique, car je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de produits d'origine animale, et ça peut être quand même parfois meilleur du point de vue de la santé. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais simplement, je voulais vous faire comprendre que ce n'est pas la nourriture optimale pour votre corps, en fait, les simili-carnés, et du coup, pas la nourriture optimale pour la pratique sportive. Et si vous comptez passer à une alimentation sportive végétalienne, je vous encourage au contraire à vous diriger au maximum vers des non, je suis en train de faire n'importe quoi. Vous dirigez au contraire au maximum vers des produits naturels. Donc c'est-à-dire les légumineuses, les céréales, les pseudo-céréales, les oléagineux, les fruits, les légumes et les huiles végétales. Mais bon. Alors il y a quelques exceptions qui peuvent être intéressantes, comme par exemple le tofu lacto-fermenté, le tempeh, en particulier les deux derniers sont très intéressants. Mais simplement je voulais vous faire comprendre que voilà, il ne faut pas tout négliger, mais éviter si possible les aliments qui ont une grande liste d'ingrédients et qui sont déjà préparés. En fait, le truc, c'est que si vous passez à une alimentation sportive végétalienne et que vous basez l'essentiel de vos repas sur du simili-carné, ce qui se passe, c'est que vous risquez de vous retrouver fatigué, vous risquez d'avoir des chutes de vos performances, pourquoi pas même carencé, et au final, vous vous direz que c'est pas possible d'être sportif et végétalien. Donc en fait, vous n'arriverez pas à dépasser cette barrière mentale.
Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pas une erreur d'alimentation en fait. C'est vous qui avez fait l'erreur. C'est vous qui avez fait l'erreur de choisir des mauvais aliments qui ne sont pas du tout représentatifs de la qualité globale de l'alimentation végétalienne. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Vous pouvez faire les mauvais choix et ça va pas être parce qu'il y a trop de personnes en fait qui passent à l'alimentation végétalienne. Enfin, je dis trop. J'imagine il y en a certains et qui se basent sur beaucoup de simili-carné et après qui se disent bah non, c'est pas possible parce que voilà, je perds du poids, j'arrive plus à prendre de muscles, etc. Mais c'est pas une erreur de l'alimentation, c'est vous qui avez fait les mauvais choix. Donc ça, c'était vraiment important, je pense Enfin, je voulais vraiment vous le partager. Du coup, alors bien évidemment, comme je disais, c'est toujours bien d'en avoir quelques produits par semaine, d'en avoir juste 2 ou 3 on va dire par semaine, mais simplement voilà, je voulais vraiment vous faire comprendre que cette capacité à dépasser cette barrière mentale va vraiment dépendre de votre consommation de simili-carné. Et je vous en parlais un peu avant, en fait, là où ça peut grandement vous aider, c'est vis-à-vis des études qui ont été réalisées au niveau du lien entre le végétalisme et le sport ou la santé. Et il y a une étude très intéressante qui a été publiée il y a quelques mois dans le journal américain de la nutrition clinique. En fait, dans cette étude, c'est une étude qui a été réalisée de 2002 à 2005 par des chercheurs de l'Institut hébreu de recherche sur le vieillissement cellulaire de l'université de Lowell, une ville américaine. C'était une phrase qui était vraiment super longue à prononcer. Et ces chercheurs ont comparé la masse musculaire, la force et la densité osseuse de 3000 participants ayant entre 17 et 72 ans et consommant des sources de protéines depuis des sources animales ou végétales. Et les résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence le fait que les protéines végétales permettent de construire autant de muscles que les protéines animales. Peu importe la source, le développement musculo-squelettique était identique. Et ça, du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est très pertinent. Je pense que ce genre d'étude est un très bon moyen de dépasser la barrière mentale parce qu'on n'est plus sur des croyances ici, on n'est plus sur ouais mais j'ai entendu que, nanana. Là c'est vraiment du concret. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Et pour en revenir brièvement aux protéines, ce qui peut également vous aider, c'est de comprendre qu'il s'agit juste d'un assemblage d'acides aminés, un peu comme un collier de perles. En fait, que vous mangez des protéines animales ou végétales, le processus reste le même. C'est comme si vous mangiez des colliers de perles, mais en fait, les colliers de perles symboliseraient des protéines et chaque perle symboliserait un acide aminé. Donc, en imageant, vous allez consommer des colliers de perles, vous allez consommer des protéines. Au sein du corps, en fait, ces colliers de perles, ces protéines vont se briser en différentes perles, différents acides aminés, et le corps de lui-même va recomposer ses propres protéines au sein du corps, ses propres colliers de perles, suivant ce dont il a besoin à l'instant T et suivant du coup ce que vous lui avez donné, ce que vous lui avez apporté. Et du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, pour dépasser cette barrière mentale, c'est important de comprendre que les acides aminés ne sont pas différents. C'est exactement les mêmes perles, c'est exactement les mêmes acides aminés. C'est simplement la quantité qui va varier suivant les sources animales ou végétales. Mais la méthionine, c'est de la méthionine, la lysine, c'est de la lysine. C'est simplement la quantité qui va varier suivant les sources animales ou végétales. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça aussi, au niveau de la barrière mentale, ça peut être, je pense, assez intéressant. Donc il y a parfois plus de perles bleues que de rouges en imageant dans certaines sources de protéines, mais c'est simplement en fait ce qu'il faut comprendre, c'est quand on est végétalien, c'est simplement parce que les profils en acides aminés sont différents. Encore une fois, c'est pas forcément utile de chercher à faire riz lentilles, de chercher à faire légumineuses, céréales à chaque repas. C'est plutôt la variété des aliments et la qualité de vos assiettes qui fera la différence. Petite parenthèse aussi, si vous pouvez consommer bio, c'est encore quelque chose de positif car la teneur en nutriments est supérieure, sans les inconvénients qui sont liés aux pesticides, etc. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner pour dépasser cette barrière mentale, c'est déjà de trouver des exemples parmi les athlètes véganes. En fait, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et ce qu'il faut se dire, c'est que si ces athlètes font le choix de devenir véganes, de supprimer la viande, le poisson, etc., c'est pas un hasard. Il faut vraiment comprendre que les athlètes ont des objectifs qui sont différents des nôtres. Un athlète ne s'entraîne pas uniquement par passion, parce que ça lui fait faire une petite sortie pour décompresser le week-end. Non, c'est pas ça. Un athlète s'entraîne aussi parce que c'est ce qu'il fait vivre, parce que ça lui rapporte de l'argent. Alors je suis pas en train de dire que les athlètes courent uniquement après l'argent, je veux pas casser l'ambiance motivation de la diapo. Ce que je veux dire en fait, c'est que leur rémunération dépend de leurs résultats sportifs, donc forcément l'argent ça entre un petit peu en compte. Et quels sont les 3 facteurs principaux permettant de s'améliorer ? C'est l'entraînement, le repos et l'alimentation. L'alimentation est un des 3 piliers de la performance. C'est ce qui permet au corps de donner de l'énergie pour construire du muscle, pour gagner en cardio, pour n'importe quel objectif sportif. À partir de là, quand un athlète choisit de devenir vegan, il faut se dire qu'il le fait forcément car il a un intérêt au niveau sportif.
Bien sûr, certains le font par éthique, forcément, pour éviter de tuer et consommer des animaux. Mais il y a aussi une logique de performance et ça peut être quelque chose qui peut être vraiment très très intéressant. Si un athlète décide de devenir vegan et qu'il le reste, c'est forcément pour s'améliorer ou avoir au moins les mêmes résultats. Donc soit pour stagner ou soit pour s'améliorer. Mais c'est en aucun cas pour régresser. Et en fait, quand j'ai compris ça, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rendu compte à quel point c'est puissant de s'inspirer des athlètes. Quand j'ai réalisé que des athlètes, avec tout le calibrage qu'ils ont au niveau de leur mode de vie, en prenant en compte le fait que tout soit minutieusement étudié pour améliorer la performance, quand j'ai compris pourquoi certains des athlètes devenaient véganes, ça m'a énormément aidé à me conforter dans mon choix de passer à une alimentation végétale. L'alimentation ne fait pas partie des petites choses à régler pour un sportif. L'alimentation ne rentre pas dans la case des détails permettant à un athlète de s'améliorer de 1 à 2%. L'alimentation est le carburant du sportif, c'est une des bases fondatrices qui permet d'expliquer comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui. Vous l'aurez compris, du coup, je vous encourage vraiment à vous renseigner sur les athlètes véganes. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire personnellement. Si vous voulez voir quelques exemples, en fait, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Training Life où en fait, je présente parfois de temps en temps des athlètes véganes. Et enfin, le troisième et dernier conseil pour dépasser cette barrière mentale, et je pense que c'est le plus efficace, c'est d'essayer par vous-même, tout simplement. En fait, j'ai pu remarquer personnellement que j'avais vraiment des préjugés comme énormément de personnes. Et c'est seulement, en fait, j'ai compris que c'est seulement quand j'ai décidé de devenir vraiment végétalien que j'ai pu réellement me forger un avis, me faire ma propre opinion. Personnellement, j'ai fait ça très rapidement, dans le sens en fait où je suis devenu végétalien avant de m'informer. Je suis devenu végétarien puis végétalien au bout d'un mois. Il y a eu juste un mois entre ma phase végétarisme et végétalisme. Et en fait, un soir, j'ai regardé une vidéo de L214 et j'ai eu une prise de conscience immédiate. C'était impossible pour moi de faire marche arrière. Et du coup, 10 minutes après cette vidéo, en fait, j'ai acheté ma B12 sur Internet et c'était parti. Donc en gros, c'était vraiment parti. Et j'ai remarqué que c'est seulement à partir de ce moment précis, en fait, c'est seulement à partir du moment où j'étais réellement végétalien que j'ai pu réellement commencer à me renseigner sur les protéines végétales, sur les manières de remplacer l'ensemble des nutriments. En fait, c'est seulement à partir de ce moment précis où j'ai commencé à manger des pois chiches, des lentilles, des haricots rouges, etc., etc. C'est seulement vraiment à partir du moment où j'étais dans la contrainte que je suis sorti de ma zone de confort et que j'ai réellement progressé. Et en fait, ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est qu'on peut vraiment très facilement rester dans une zone de confort. Alors personnellement, je vous incite pas, enfin c'est pas que je vous incite pas à devenir végétalien, mais mon discours c'est pas de dire deviens forcément végétalien. Chacun a son cheminement. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on peut vraiment facilement rester dans une zone de confort. On peut se mettre à devenir végétarien et puis du coup à se dire bah c'est bon, ça va pour moi, il n'y a pas de problème et tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, quand je suis devenu végétarien, je me suis mis à consommer 3, 4, 5 fois plus de fromage qu'avant. Et au final, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution, c'était peut-être pas forcément la meilleure méthode. Mais c'est simplement parce que j'étais dans une zone de confort et du coup, je me disais bah voilà, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est pas pour ça que je consommais des lentilles, des pois chiches. En fait, je consommais pas forcément plus d'aliments végétaliens entre guillemets. Bien sûr, les aliments végétaliens sont compatibles avec l'omnivorisme, c'est pas ce que je veux dire, mais simplement j'étais vraiment dans cette zone de confort, donc je voulais vraiment vous faire réfléchir à ça. Et du coup, quand je suis devenu végétalien, en fait, j'ai créé mon site internet et ma chaîne YouTube par la suite, afin de partager ce que j'apprenais et également pour faire une comparaison avant-après sur ma première année d'association musculation et végétalisme. Et pour arriver à optimiser mon alimentation, j'ai cherché quels pouvaient être les meilleurs aliments et quand les placer, à quel moment dans la journée. J'ai trouvé des solutions au fur et à mesure et après cette première année de végétalisme, j'ai pu voir un gain de force, c'est-à-dire que j'ai augmenté mes charges sur la plupart des exercices que je pratique, un gain d'énergie, je me sens beaucoup moins fatigué qu'à l'époque où j'étais omnivore, également moins de courbatures, de meilleures sensations durant mes entraînements, etc. Et du coup, j'ai pu voir que beaucoup de personnes cherchent également à associer le sport et le végétalisme, et pas forcément vis-à-vis de la musculation, mais bien sûr pour tous les types de sports, que ce soit la course à pied, le vélo, le handball, là j'essaie d'avoir des sports qui me viennent en tête, le volley, etc. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé un programme de nutrition sportive végane de 12 semaines. En fait, dans ce programme, je me suis demandé comment permettre à chacun d'acquérir des automatismes qui soient solidement ancrés dans le quotidien,
tout en pouvant faire un avant-après au niveau du physique et des performances. Parce que pour moi, en fait, faire un avant-après, c'est vraiment la meilleure manière de prouver que ça fonctionne. D'ailleurs, du coup, ce que j'allais dire, si vous voulez démarrer ce programme, en fait, vous pouvez aussi avoir accès à un groupe privé sur Facebook. Donc j'ai mis ça en place pour pouvoir s'entraider, partager ses assiettes, etc. Et en fait, je me suis vraiment concentré sur le fait de trouver des méthodes permettant d'acquérir des automatismes. Parce qu'au final, en fait, quand on devient végétalien, j'ai remarqué que c'est souvent là que ça coince, c'est juste au niveau des automatismes. Une fois que vous adoptez une routine simple avec les bons aliments qui sont consommés au bon moment, en sachant comment organiser vos collations autour de l'entraînement, suivant le sport que vous pratiquez, parce que ça c'est aussi quelque chose de très important, tout se met en place de manière logique. La conséquence de ces automatismes sera l'atteinte de vos objectifs sportifs avec une augmentation de vos performances. Et pour les personnes également qui le souhaitent aussi, j'ai aussi un coaching que je mets en place sur mon site internet si ça vous intéresse. Mais du coup, pour conclure en fait vis-à-vis de cette barrière mentale, je pense que les meilleures manières de la dépasser sont de s'informer et surtout d'essayer. Et quand vous essayez, faire en sorte d'aller vers la nutrition la plus optimale possible tout en gardant un minimum de plaisir. Mais en fait, peu importe la grandeur de votre barrière mentale, peu importe l'image que vous vous faites de l'association sport et végétalisme, vous ne saurez jamais de toute manière tant que vous n'aurez pas essayé. Voilà, c'est fini.